le clown au visage caché. Ce documentaire explore la double vie glaçante de John Wayne Gacy, l'un des tueurs en série les plus terrifiants de l'histoire américaine. Derrière son masque de Pogo le clown, un homme jovial et bien intégré dans sa communauté, se cachait un prédateur sans pitié, responsable de la mort de 33 jeunes hommes et garçons entre 1972 et 1978. À travers des interviews, des reconstitutions et des documents d'archives inédits, ce film plonge dans l'horreur de ces crimes. Comment il attirait ses victimes, les torturait, puis les enterrait sous sa propre maison, dissimulant ses actes les plus macabres derrière une apparence de citoyen modèle. Nous suivrons également l'enquête complexe qui a mené à sa capture, ainsi que les révélations choquantes qui ont secoué la nation. En retraçant l'ascension et la chute de John Wayne Gacy, ce documentaire mettra en lumière les aspects psychologiques d'un homme capable de se déguiser littéralement et métaphoriquement, en passant du rôle de clown divertissant à celui d'un des tueurs en série les plus redoutés. Au-delà des crimes, ce film questionne aussi la psyché du monstre, cherchant à comprendre ce qui a pu mener un homme à de telles atrocités et l'impact durable qu'il a laissé dans la culture populaire. Des témoignages poignants de survivants, d'enquêteurs et d'experts viendront éclairer les sombres méandres de l'esprit de Gacy, tout en rappelant le prix humain des actes de ce tueur. Ce résumé pose les bases d'un documentaire à la fois informatif et captivant, tout en mettant l'accent sur la psychologie et l'horreur des crimes de Gacy. John Wayne Gacy naît le 17 mars 1942 à Chicago, dans une famille ouvrière. Derrière les portes closes, son enfance est marquée par la violence. Je ne pouvais pas m'entendre avec mon père, il était trop dominateur. Pour lui, j'étais idiot et stupide et je ne ferais jamais rien de bon. Alors j'ai simplement décroché en me fichant de tout. Dans les années 70, Gacy mène une vie de citoyen modèle. Marié, père de famille, il organise des fêtes, se déguise en clown pour amuser les enfants sous le nom de Pogo le clown. Mais derrière cette façade se cachait un prédateur. Entre 1972 et 1978, Gacy a enlevé, torturé et tué 33 jeunes hommes et garçons. La plupart ont été attirés chez lui sous prétexte d'offres d'emploi, avant d'être piégés, torturés et assassinés. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré John Gacy ? Je sortais d'un immeuble. Il m'a accosté sur le trottoir. Il a fait une allusion à mon bronzage. Je revenais de Floride. Il m'a proposé de venir fumer un joint avec lui. Il faisait froid. J'ai donc accepté et je suis monté dans sa voiture. John Wayne Gacy avait un casier judiciaire à cause d'un crime sexuel dans l'Iowa. J'ai pu parler à l'enquêteur qui avait été chargé de ce dossier à l'époque. Il m'a appris que cet homme avait agressé plusieurs jeunes hommes et qu'il avait été condamné pour ces faits. En décembre 1978, la disparition de Robert Piest met enfin la police sur la piste de Gacy. Lors de la perquisition de sa maison, les enquêteurs découvrent un cauchemar enterré sous leurs pieds. La découverte est accablante. 29 corps retrouvés dans le vide sanitaire de la maison de Gacy. Les corps de plusieurs autres victimes seront retrouvés dans des rivières proches. En 1980, John Wayne Gacy est jugé pour 33 meurtres. Son procès attire l'attention du monde entier. Comment un homme, apparemment ordinaire, a-t-il pu commettre de tels actes ? Le mystère qui entoure John Wayne Gacy reste l'une des questions les plus troublantes. Il ne peut pas leur échapper. Ça le rend totalement fou. Il ne le supporte pas. Il réagit d'une manière très puérile, presque enfantine. Il essaie de retourner la situation à son avantage. Ce ne sont pas des policiers qui me surveillent parce qu'ils me prennent pour un ravisseur. Ce sont mes gardes du corps. Il essaie d'enjoliver la situation pour apparaître comme un homme important. C'était une question d'ego, c'était son genre de réagir comme ça. Il avait besoin d'attention, c'était sa personnalité. Le 19 décembre, soit 8 jours après la disparition de Rob Piest, l'enquête connaît un rebondissement. L'une de ses collègues, Kim Byers, fournit un indice capital à la police dont elle vient tout juste de se rappeler.
Elle nous a dit que le jour de la disparition de Rob, elle allait faire une pause. Mais avant ça, elle a emprunté la veste de son ami. Elle est allée déposer une pellicule à développer et on lui a donné un reçu qu'elle a mis dans la poche de la veste de Rob. Et elle l'avait complètement oublié. Le numéro du reçu trouvé chez Gacy correspond à celui de l'enveloppe contenant les photos de la jeune fille. Le lieutenant Kozenksak comprend immédiatement que cet élément pourrait résoudre l'affaire. La découverte de ce reçu a été un tournant décisif dans notre enquête. La présence de ce papier était extrêmement importante, parce qu'elle l'avait glissé dans la poche de la veste de Rob Pist juste avant qu'il rencontre Gacy. Il prouvait que Rob Pist était bien allé chez le suspect. Ce petit indice est quelque chose dont il aurait dû se débarrasser. Parce que même s'il n'avait aucune valeur, il appartenait à la victime. Mais il s'est contenté de le jeter dans la poubelle. Ça nous montre qu'il était soit indifférent, soit paresseux, ou alors simplement négligent. Et c'est cette petite erreur, ce minuscule bout de papier, qui va finalement entraîner sa perte. Jamais un bruit. On n'a jamais entendu un seul bruit. Pas un seul cri. Jamais un bruit ne venait de cette maison. Cette maison a toujours été calme et tranquille. Pas un bruit. Non, jamais. Parfois, John Gacy travaillait tard la nuit dehors. Alors on entendait des bruits de scie. Comme il travaille dans la construction, j'attribuais ces bruits à son travail. Nous avons trouvé des restes humains dans la fosse septique, puis 2 autres cadavres. La police a découvert 3 autres corps sous le sol du garage. Gacy devait bien rire de voir les gens creuser comme ça, peu importe où il est en ce moment. Peut-être qu'il rit encore aujourd'hui de voir qu'ils sont passés à côté de ce qui reste à trouver. Quelle idée de croire que je suis un homosexuel, un tueur en série, que je traînais dans les rues, que je traquais les jeunes garçons et que je les massacrais. Si vous aviez vu mon horaire, vous sauriez très bien que je n'aurais jamais pu y arriver. Je n'ai jamais dit que j'étais un ange et j'ai reconnu publiquement tout ce que j'ai fait. Je crois fermement que ce que nous ignorons sur John Gacy est beaucoup plus vaste. C'est pire que tout ce que nous pourrons jamais imaginer. Quand on fait des filatures, on doit se prendre pour un super-héros. Mais les enquêteurs retournent sa tactique contre lui. Il y a des gamins qui vont et viennent. Il le laisse parler. Je reste à la maison, je ne sors pas beaucoup. C'est très aimable à vous de nous laisser entrer chez vous. Et il noue un lien avec lui, dans l'espoir d'une révélation. J'aime bien organiser des fêtes, ça permet de se rencontrer. Il n'arrêtait pas de mentir, mais on voulait qu'il continue de parler, dans l'espoir qu'il se trahisse. Après avoir écouté toutes ces histoires, on lui a dit que certaines de ses déclarations étaient fausses. On lui a clairement fait comprendre qu'on savait qu'il nous mentait. Ça l'a déstabilisé. Il a essayé d'être un peu plus honnête ou de changer de sujet. Un jour, je vous présenterai peut-être Pogo. Gacy parle au détective de sa fascination pour les clowns. Je fais le clown pour des galas de charité et des fêtes pour enfants, qui peuvent dire et faire des choses impossibles pour les autres. L'avantage, c'est qu'on est totalement incognito. Il fait même une révélation compromettante. On est pratiquement à l'abri de tout. Selon lui, on peut enfiler un costume de clown pour aller à un défilé. Et là, si on voit une fille assise sur le trottoir, on peut s'asseoir à côté d'elle, l'enlacer et la toucher. Un clown pourrait même tuer en toute impunité. Les clowns peuvent tuer sans rien risquer. J'avoue que j'ai eu du mal à me maîtriser. Je n'en revenais pas, c'était incroyable. Il avait le culot de dire une chose pareille. Il pourrait tuer en toute impunité, c'est vrai. Il ne l'a pas dit une fois. Ce n'était pas une simple gaffe, il l'a répété plusieurs fois. Le clown, c'est le meilleur déguisement du monde. Ils ont le sentiment qu'ils se moquent d'eux. Il n'hésite pas à dire ce genre de choses devant eux. Il les prend pour des imbéciles, qui sont incapables de comprendre ce qu'il leur dit. Et personne ne se doute que c'est moi. Mais il ignore qu'ils sont loin d'être idiots. Ils se disent que c'est lui le crétin. Il s'est trahi. Merci beaucoup, espèce de clown. On pourrait dire que je suis une sorte de mélange de Superman et de Jésus-Christ. Gacy semble perdre pied avec la réalité. Vous n'avez jamais pensé à ça?
À certains moments, il semble presque oublier qu'il fait l'objet d'une enquête pour enlèvement. J'aimerais emprunter vos toilettes. Au fond du couloir, première porte à gauche. L'un des deux inspecteurs lui demande alors la permission d'utiliser ses toilettes. Leur hôte ignore qu'il n'est pas le seul à savoir mentir. Cet inspecteur n'a pas l'intention de s'y rendre. Il espère retrouver un objet bien précis. La mère de John Zeke, un jeune homme de 19 ans disparu depuis près de 2 ans, a récemment confirmé que la bague de lycéen découverte au domicile de Gacy et qui porte les initiales JAS appartenait à son fils. Elle a aussi confirmé que le poste de télévision de son fils correspondait à la description de l'un de ceux aperçus au cours de la première perquisition. Il dessinait les tranchées et il me disait « Ça y est, c'est ici que tu vas creuser. Ne change surtout pas la trajectoire. » Il faisait aussi des commentaires sur le temps que ça me prenait. Il descendait pour voir comment je me débrouillais, comment ça allait, combien de temps ça me prendrait. Ce vide sanitaire n'est qu'un monstrueux cimetière. Les policiers savent qu'ils ont trouvé ce qu'il leur manquait pour obtenir l'inculpation de Gacy. Pendant qu'ils étaient en bas, en train de déterrer ses ossements, on s'est dit, cette fois c'est terminé, on le tient. On a arrêté un tueur en série qui aurait pu sévir encore longtemps. Les squelettes sont évacués les uns après les autres, 4 lors de la première fouille. Mais la police pense qu'il y en a d'autres. Les inspecteurs n'auraient jamais imaginé une seule seconde qu'ils allaient déterrer autant de cadavres à l'intérieur de ce vide sanitaire. La police de Des Plaines n'avait encore jamais été confrontée à une aussi grosse affaire. C'est une petite ville. Il y a bien quelques meurtres de temps en temps, mais rien de comparable. Never having a media interview, and people have said that you have given them interviews. Well, that's hogwash. Yeah, that's strictly hogwash. So we're saying I'm constantly told that I'm misquoted constantly, saying that I said this and I said that, and it's not happened. So it's pretty well established in this. This is the first time you're speaking publicly about your case. Right. Yeah. I've always felt that my attorneys were handling it, and they said to keep a low profile and stay away from it. And in light of all that has been used against me in the media, they created this fantasy monster image, and it's been going on for the last 12 years. And I've ever had no comment, and I had no need to talk to the media for the simple reason that they were looking for sensationalism and they were looking for the monster. When you say fantasy monster image, what are you referring to by that? Well, the idea that I'm a homosexual thrill killer and all that garbage, and they've painted this image of me that like I strolled down the streets and stalked young boys and slaughtered them. Hell, if you could see my schedule, my work schedule, you know damn well that I was never out there. Well, you were indicted, convicted, and sentenced on 33 counts of homicide. Is that correct? That's correct. Give me kind of just an overview of the business that you eventually established, the construction work. Is this self-taught then, the construction and maintenance work? I started doing painting, and then I started doing wallpapering and decorating. And inside of 3 years, PDM, which is painting, decorating, and maintenance, was doing $1 million a year. And that was. And I only had 4 employees. And that was the business you were in at the time of the arrests. That's correct. PDM in 1974 became a corporation, and then I owned PDM Contractors Corporation. I owned PDM Plumbing, PDM Concrete, and PDM Decorating. Mm-hmm. And then I branched off with another partner into Raftco Construction. Mm-hmm. And from there, we were doing strictly drugstores. Now, they did not search the house at that time or look through the house? No. According afterwards, they're claiming that they came to the front door of the house and knocked on the door and that I hid from them. Why didn't you let them in at that time when they were knocked at the front door? There was no way I could have heard them. I was way in the back of the house, in the rec room, on the telephone. When they finally walked around the side of the house, I could look out the picture window, see them there, because I was on the phone, and they could see me clearly too, sitting on the couch on the telephone, because I was talking to my sister in regards to a death in our family. So I told her that I would call her back, got up, went to the door, and he introduced himself as cousin Zach and Piquel, and they wanted to come in and talk to me about Robert Piest.
And I had told him that I had not had any conversation